Bonjour Quentin Lafay. Bonjour. Vous publiez un roman intitulé L'Intrusion, publié chez Gallimard. Je vais essayer de le résumer dans quelques instants, mais d'abord il faut que je donne quelques éléments biographiques qui vont permettre de mieux comprendre à la fois le contexte de ce roman puis le contexte de notre discussion tout court, parce que ce roman parle de piratage informatique, il résonne avec l'actualité. Je dois dire qu'avant d'être romancier, vous avez été membre du mouvement En Marche, vous avez coordonné l'équipe d'experts et participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron avec l'économiste Jean Pisani-Ferry. Après l'élection, vous avez été quelques mois conseiller éducation, jeunesse et prospective d'Emmanuel Macron, et puis vous avez décidé de quitter l'Élysée. Vous êtes parti pour écrire notamment ce roman. Et dans ce roman, il est question d'un narrateur qui est victime d'un piratage. On pille sa boîte mail, on disperse sur la toile la totalité du contenu de sa boîte mail, et cette dispersion provoque un scandale qui implique le Premier ministre Hugo Valmier, impliqué dans une sordide affaire de prostitution. Et vous écrivez notamment dans ce roman: longtemps j'ai pensé que je n'avais rien à cacher, je ne suis pas infidèle, je ne suis pas en possession de vidéos et de photos qui me montrent nu ou en uniforme nazi et dont la diffusion m'aurait exposé aux menaces, au chantage, à la relégation. C'est un roman moderne parce qu'on y découvre à quel point finalement il peut être terrible de se faire pirater sa boîte mail alors qu'on n'a que un misérable tas de secrets à cacher. Quentin Lafay, pourquoi avez-vous décidé de montrer cette dispersion et finalement les effets dramatiques que tout cela peut avoir ? Un élément supplémentaire peut-être sur ma biographie: ce que je décris dans ce roman, ce que je raconte et le fil que je tente de tirer, ça se fonde sur un événement que j'ai vécu 2 jours avant l'élection présidentielle, puisque je me suis moi-même fait pirater avec d'autres dans le cadre des Macron Leaks. Et les mails qui ont été diffusés à ce moment-là, ce sont des mails privés, ce sont des mails intimes. Et donc je pars de ce que j'ai vécu, de cet événement fondateur pour moi, pour raconter ce que ça fait de voir son intimité volée en éclats, mise en pâture sur Internet. Dans le passage que vous venez de lire, une idée forte que j'ai, en tout cas que j'ai touchée, que j'ai vécue au fil de cette expérience, c'est qu'il n'y a pas besoin fondamentalement d'avoir des choses importantes qui sont révélées sur soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands secrets. Il n'y a pas besoin d'avoir commis des actes répréhensibles, d'avoir un compte caché en Suisse, d'être pédophile ou que sais-je, pour voir son intimité violée et pour comprendre qu'en réalité, sans rien avoir à cacher, on a quand même quelque chose de plus essentiel qu'est l'intimité. L'intimité, c'est quoi ? C'est par exemple le fait que vous n'aimez pas la copine d'un copain et que ce copain, comme vos mails sont désormais sur la place publique, il va s'en apercevoir. J'ai retrouvé l'autre jour, enfin en tout cas on m'a envoyé cette citation de Kundera qui résume au fond exactement ce que je tente de décrire dans ce livre. Et il dit: dans l'intimité on dit n'importe quoi, on parle mal des amis, on dit des gros mots, on n'est pas sérieux, on raconte des plaisanteries de mauvais goût, on se répète, on a des idées hérétiques qu'on n'avoue pas publiquement. Agir autrement en privé qu'en public est l'expérience la plus évidente de tout un chacun, le fondement sur lequel repose la vie de l'individu. Curieusement, cette évidence reste comme inconsciente, non avouée, occultée sans cesse par les rêves lyriques sur la transparente maison de verre. Elle est rarement comprise comme la valeur des valeurs qu'il faut défendre. C'est exactement ce que j'ai touché du doigt au moment où je me suis fait pirater, ce que je tente de raconter dans ce roman. J'ai réalisé que j'avais quelque chose de beaucoup plus essentiel que mes vrais secrets, quelque chose qui me décrivait et qui rappelait beaucoup plus ce que j'étais que n'importe quoi d'autre. C'était mon intimité, c'est-à-dire cet ensemble de choses indescriptibles, intouchables, qui constituent chaque être que nous sommes. Bon, mais a priori, si nous étions des êtres cohérents, on n'aurait pas besoin de cette intimité. Je me fais évidemment l'avocat du diable, mais précisément votre roman L'Intrusion, Quentin Lafay, montre que c'est important d'avoir une vie privée, y compris pour ses très proches. Absolument, ouais. Moi, dans cet événement-là, ce que je raconte aussi dans le roman, il n'y a pas seulement la personne qui se fait pirater qui est touchée, il y a aussi toutes les personnes qui lui ont écrit. Il y a donc moi, typiquement, ce piratage a aussi touché mes parents, la fille avec qui j'étais à l'époque, tous les amis qui m'ont écrit un jour, puisqu'au fond, c'est 8 ans de vie privée, 8 ans de mails qui ont été diffusés d'un coup. Et donc, toutes les personnes qui m'ont écrit au cours de ces 8 années ont été touchées et ont eu des répercussions sur de cet événement. Oui, on va entendre d'ailleurs
ce qu'ont été ces Macron Leaks, leurs conséquences, puisqu'il y a eu également toute une série d'allégations, notamment la rumeur d'un compte qu'Emmanuel Macron aurait eu aux Bahamas. On écoute un extrait de Mediapart Live, c'était en mai 2017. Le premier qui a tweeté les deux fausses informations, c'est un monsieur qui est un propagandiste de Trump et qui avait déjà sévi pour la campagne électorale américaine en affirmant que le directeur de campagne d'Hillary Clinton animait un réseau pédophile dans une pizzeria de Washington. Ouais. Et à chaque fois, c'est ce même homme qui tweet la fausse nouvelle le premier. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce propagandiste pro-Trump qui a lancé le hashtag, le mot MacronLeaks, en fait, il a fait ça exprès pour créer la confusion, c'est-à-dire entre cette fuite sauvage de données et les leaks tels que la plupart des gens les connaissent, c'est-à-dire les données qui sont traitées par des journalistes. Et ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que, grand 1, on ne met jamais des données brutes dans la nature. Pourquoi ? Parce que dans les données brutes, il y a énormément d'informations sensibles, des conversations totalement privées, des numéros de téléphone, des boîtes mail. C'est-à-dire qu'avec ce MacronLeaks, ces gens-là ont délibérément mis sur la place publique des données personnelles de tout un tas de gens, y compris des gens qui, peut-être, dans quelques heures, seront amenés à avoir des positions de pouvoir très importantes. Donc c'est une agression et une irresponsabilité totale. Quelle était l'ambiance dans l'équipe d'Emmanuel Macron lorsque est survenue cette affaire, lorsque ces Macron Leaks ont été révélés? Quentin l'a fait. La sidération, parce que d'abord, en fait, on n'était pas du tout formé à ça. C'est-à-dire, on n'était pas du tout formé ni en réalité à la sécurité informatique, et ça, peut-être qu'on a eu en réalité bien tort, mais on n'était pas non plus formé à la gestion d'un tel événement. Et donc il a fallu apprendre sur le tas et très rapidement à se dépêtrer, à gérer ça. Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous venez de passer, c'est en réalité on a jeté sur la place publique des informations qui sont des textes sans contexte, c'est-à-dire ce sont des emails qui proviennent de boîtes mail mais qui n'ont pas été traités par ailleurs par des journalistes, qui n'ont pas été traités par la presse, et tout lecteur, tout internaute pouvait y accéder, y aller de sa petite interprétation, les lire selon ses envies, sélectionner ce qu'il voulait. Et c'est ça qui était en réalité très risqué et qui menaçait d'être très dommageable. Il faut quand même rendre hommage à plusieurs journalistes, et je crois que l'initiative venait du Monde. Le soir des Macron Leaks, le vendredi soir qui précédait le second tour de l'élection présidentielle, Le Monde a décidé de ne pas traiter de ces informations durant les 48 prochaines heures, ayant bien conscience que c'était une opération de déstabilisation. Et toute la presse française a suivi ce mouvement jusqu'au second tour. Et ils ont attendu le lundi pour analyser ces informations et pour en tirer les premiers articles. Oui, mais précisément, lorsqu'il y a des fuites, et c'est d'ailleurs ce que montre votre roman aussi, L'Intrusion, Quentin l'a fait, on est certain que tout sera lu, que tout ce que vous voulez cacher sera révélé. Absolument. On est mis à nu, et tout ce qu'on veut cacher, tout ce qu'on essaye de cacher sera lu et sera... Mais le problème, c'est que souvent, et c'est aussi l'histoire du Pizzagate qui était décrit dans votre extrait, souvent... Le Pizzagate qui était une rumeur absolument infondée d'un réseau pédophile à Washington. Le problème aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de cacher des choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises interprétations qui sont faites des emails. Quand on lit un mail déconnecté de son contexte, on en fait bien souvent une mauvaise lecture. On peut le lire de 1000 manières différentes, et sans le travail journalistique, sans le travail d'analyse qui doit être fait a priori, ça peut être extrêmement nuisible au cadre démocratique. Pourquoi avoir décidé de faire un roman avec donc un narrateur, Gaspard, un Premier ministre, Hugo Valmier, plutôt que de raconter les Macron Leaks? Parce que je pense qu'on peut raconter beaucoup plus de choses avec la fiction, et parce que les Macron Leaks en réalité sont pas extrêmement intéressants d'un point de vue politique et intime. Donc moi j'ai essayé de tirer ce fil, j'ai essayé de le tirer beaucoup plus loin pour rentrer dans la tête de mes personnages, pour tenter de mieux expliquer et mieux comprendre ce que pouvait produire sur des individus la violation de leur intimité. Et d'abord le fait, c'est ce qu'écrit un internaute au personnage du narrateur, à Gaspard, vous payez pour les autres, vous êtes l'une des premières victimes du monde nouveau, ça a l'air chaud pour votre gueule. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que en réalité, j'ai reçu, en fait, quand tous mes mails ont été diffusés sur la place publique, j'ai reçu énormément de messages d'anonymes, des messages de soutien, mais aussi beaucoup de messages haineux. Et en réalité, c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé, et on est peut-être la première génération qui risque de voir ainsi son intimité
diffusé totalement, entièrement sur la place publique à cause de ces messages-là. Enfin, une drôle d'intimité, parce que comme vous le dites, un email, finalement, si on n'a pas le contexte, il manque toujours des éléments pour le comprendre et on a toujours une facilité, une aisance à mal l'interpréter, par exemple. Oui, et puis surtout, c'est une intimité qui est anodine. Moi, une question que je me suis toujours posée au cours de cette intrusion, justement, c'est en quoi ça pouvait intéresser des gens d'aller au-delà de ma place dans une équipe de campagne, mais en quoi ça pouvait intéresser des gens d'aller lire des éléments tout à fait anodins de mon intimité. En quoi ça peut intéresser, ça a été le cas, des Américains, des Anglais, d'aller lire les messages que j'échangeais avec ma petite copine de l'époque. Au fond, c'est le voyeurisme total, c'est-à-dire des gens que l'on ne connaît pas se plongent dans votre intimité pour reconnaître sans doute une forme d'intimité qui tente de masquer eux-mêmes à leurs proches et à leur entourage. Est-ce que c'est pas la poursuite de la télé-réalité par d'autres moyens, Quentin l'a fait? Est-ce que justement on n'a pas avec la possibilité de lire ces emails avec le voyeurisme dont vous analysez les ressorts dans l'intrusion? Parce que donc Gaspard voit sa boîte mail pillée, ce qui veut dire que celle de sa petite amie Sophie est pillée également. Elle est prof, il y a peut-être certains de ses élèves qui vont du coup consulter ces emails. Je ne sais pas si c'est un lien avec la télé-réalité, en tout cas c'est un lien avec quelque chose qui a toujours existé sans doute, c'est l'intérêt qu'on a chacun d'aller se plonger dans l'intimité de l'autre. C'est-à-dire, au fond, c'est très basiquement ce qu'on appelle le voyeurisme. On est toujours attiré par ce que l'autre tente de nous cacher, et on suppose aussi toujours que l'autre cache des choses extraordinaires, qu'on a beaucoup à cacher. En réalité, on a énormément de choses anodines, et c'est surtout des choses anodines qu'on a tous en partage. Anodine ou pas, parce que il y a une analyse de la bombe à fragmentation que produit ce piratage dans votre roman Quentin l'a fait, l'intrusion publiée chez Gallimard. On voit très bien que, par exemple, une jeune femme qui a eu une nuit, une aventure avec une autre femme qu'elle souhaitait cacher, eh bien, va devoir révéler non seulement le fait qu'elle a menti parce qu'elle a dit qu'elle ne reverrait pas cette femme alors qu'elle l'a revue, mais qu'il y a aussi une correspondance échangée qui va comme ça être jetée en pâture. Alors la question, c'est moins de savoir si vous avez ou non quelque chose à cacher, mais plutôt le fait de dire qu'on a le droit de cacher des choses. On a évidemment le droit de cacher des choses. Ce que je voulais dire, c'est, vous avez raison, c'est moins anodin que c'est plutôt commun, en réalité. On a tous des choses à cacher, on a tous son jardin secret, et surtout, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie en collectivité, c'est-à-dire que cet espace caché, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, cet ensemble de nuances, d'hypocrisie qu'on a tous, de propos un peu différents qu'on peut tenir en privé, tous ces éléments qui différencient la personne publique de l'être privé que l'on est, cette distinction-là, c'est ce qui est fondamental et c'est ce qu'il faut à tout prix tenter de préserver. Alors, après avoir vécu les Macron Leaks, après avoir publié ce roman, Quentin l'a fait, l'intrusion chez Gallimard, comment avez-vous analyser l'affaire Benjamin Griveaux et la révélation donc de cette vidéo, la publication aussi de messages échangés avec une jeune femme? D'abord, je l'ai vécu avec beaucoup de tristesse parce que c'est quelqu'un que je connais bien, qui est un ami. C'est même lui qui m'a offert ma première opportunité professionnelle. Donc j'ai eu beaucoup de tristesse en lisant tout ce qu'il avait vécu. Et puis j'ai énormément pensé à lui et à sa famille. Donc ça, c'est sur le plan purement personnel. Et après, de manière plus générale, je crois que c'est pas seulement le malheur d'un homme, ce qui est arrivé, c'est un échec collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche à l'intimité d'un personnage politique, d'un responsable politique, quelque part, c'est qu'on a échoué. On a échoué à reléguer nos passions, on a échoué à préserver ce que le cadre démocratique, notamment le cadre démocratique européen, tentait de tenir à distance depuis des décennies. On tente de tenir à distance le corps, on tente de tenir à distance l'intimité, on tente de tenir à distance le cadre privé. Et en perçant cette gangue-là, on a échoué collectivement à maintenir cette distinction fondamentale. Est-ce que vous avez compris pourquoi il a renoncé à la mairie de Paris? Je n'ai pas enfin, j'ai compris, c'est-à-dire j'ai imaginé la violence qu'il pouvait traverser et j'imagine très bien que pour préserver sa famille, pour préserver ses proches, il ait pu vouloir renoncer. C'est quelque chose que je comprends absolument. Ouais. Parce que c'est quelque chose de très humain dans le fond, justement. En politique, on essaie toujours, en public en particulier, de tenir à distance ces choses-là. Il y a eu un sursaut d'humanité dans son acte que je comprends absolument. oui, mais alors précisément, Quentin l'a fait
appartient à une équipe de campagne. C'est vous, c'est le narrateur, c'est Gaspard dans votre roman L'Intrusion. Lui, il n'est pas véritablement un homme public, il n'a rien demandé. Et donc, lorsque le piratage de sa boîte mail révèle les relations qu'il a avec Sophie, la manière dont il juge la petite amie de Malik, lui, il peut être nécessairement frappé et peut-être n'a-t-il pas les moyens psychologiques de résister. Un homme politique, a priori, c'est un rhinocéros, ça a une écorce solide et ça devrait ne pas fléchir, vous ne trouvez pas, Quentin Lafay ? Non, je comprends tout à fait qu'un homme politique puisse réfléchir. Puis surtout, hein, c'est pas seulement un rhinocéros, c'est aussi un homme avec une famille, une intimité, des choses à défendre, à préserver, à protéger. Et c'est comme ça que je comprends son geste et sa renonciation. C'était justement c'est un retour vers sa part humaine, privée, intime. C'est quelque chose que je comprends tout à fait. C'est quelque chose que moi-même, d'ailleurs, à ma petite échelle et de manière beaucoup, beaucoup moins violente, j'ai senti quand je me suis fait violer ma vie privée, c'est-à-dire que j'ai eu peur, j'ai craint pour ce que je traversais, puis je me suis senti exposé, fragile, et j'ai eu qu'une envie à ce moment-là, c'était de quitter ce champ politique qui m'avait causé ce que je traversais. Mais Mitterrand disait que la première qualité d'un homme d'État, c'était l'indifférence. Oui, sauf que je pense que c'est très très compliqué de rester indifférent quand on attaque son corps, son intimité, sa famille. Mais alors, quelles conséquences pour le futur? Parce que finalement, le piratage que vous décrivez, il va se reproduire inévitablement. C'est quelque chose aujourd'hui auquel on est largement exposé. C'était beaucoup plus compliqué auparavant de dérober, je ne sais pas moi, une correspondance, des lettres. D'ailleurs, il y a ensuite dans l'intrusion des affaires de lettres, parce que finalement, c'est la seule manière de pouvoir protéger son intimité. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir, je ne sais pas, que les hommes privés s'habituent à ce risque et que les hommes publics n'aient plus aucune vie intime, par exemple? Ça, on sait très bien que ce sera impossible et je pense que personne ne peut le souhaiter. En revanche, nous, on est en tout cas à l'époque dans l'équipe d'En Marche, on était une génération où on n'était pas, enfin, on n'avait pas conscience du tout de ce qui pouvait nous arriver. On n'a pas été formé à la sécurité informatique. On est sans doute arrivé aussi de manière extrêmement naïve dans cette campagne. Et donc, si je puis dire, on a été un peu la génération sacrifiée de ce mouvement-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra beaucoup mieux prévenir ce genre de situation. Il faudra faire beaucoup plus attention à ce qu'on rédige et ce qu'on transmet par email. Et puis surtout, il faudra être beaucoup mieux formé à la sécurité informatique au cours des années à venir. Vous avez quitté le monde de la politique et le monde d'En Marche en 2017. Ce qui s'est passé depuis, les différents drames, les différentes tensions, qu'est-ce que ça vous inspire, Quentin Lafay? Est-ce que vous aviez le pressentiment que les choses n'allaient peut-être pas se passer de manière aussi facile que l'on pouvait l'imaginer quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron? Je pense que c'est toujours très très difficile avant d'accéder au pouvoir d'imaginer ce que ça créera et ce que ça deviendra. Moi, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que je vois une immense différence entre ce qui a été dit et ce qui est fait. Je vois une immense différence entre le programme qu'on a tenté de construire à plusieurs et auquel on croyait et ce qui est réalisé aujourd'hui. Je pense notamment sur toutes les questions régaliennes, sur tous les sujets migratoires, sur tous les sujets d'ordre public. Il y a eu une droitisation évidente entre ce qui est réalisé aujourd'hui et puis ce qu'on avait tenté de construire collectivement pendant la campagne. Vous qui connaissez ces femmes et ces hommes, comment vous l'expliquez dans ces conditions, cette droitisation, ce que vous appelez une droitisation, Quentin Lafay? Je pense que c'est très compliqué à expliquer. Il y a différents facteurs. Il y a le fait que lorsqu'on arrive au pouvoir, d'autres prennent le pouvoir. Notamment, il y a des corps administratifs, des administrations qui sont idéologisées, qui ont leurs propres idées à défendre, leurs propres mesures à faire valoir et qui crée un nouveau rapport de force avec les responsables politiques qui accèdent au pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi la conviction partagée En Marche que l'opinion publique est à droite et du coup qu'il faudrait peut-être les suivre et les écouter. Voilà. Et donc un simple penchant démagogique pour cette droitisation. Mais pour le côté, vous qui êtes devenu romancier, scénariste, Quentin Lafay, il y a une sorte de drame, de tragédie. Alors, je ne sais pas quel terme employer. Pour Benjamin Griveaux, par exemple, il y a des résonances avec votre roman pour les différents épisodes de tension très durs
qui ont accompagné, qui accompagnent ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça résonne par rapport à ce que vous avez vécu avec cette équipe d'En Marche? D'un point de vue très très personnel, moi j'ai tenté de partir parce que je n'ai plus envie de traiter directement de ces sujets-là. Et je me réfugie en quelque sorte dans la fiction et dans la dramaturgie pour tenter de me tenir à distance et de faire un pas de côté. Après, évidemment, pour le scénariste, ça donne énormément d'idées, notamment parce que j'écris des séries à thématiques politiques, mais j'essaie quand même toujours de garder le cadre de la fiction, parce que je pense que c'est le cadre le plus riche, au fond, pour tenter de comprendre le monde dans lequel on est. Pourquoi se réfugier? Parce que c'était trop dur, la politique? Oui, parce que c'est un engagement total, complet, d'abord en termes de temps, et puis même en termes privés. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai traversé cette expérience de manière totale, et je me suis donné totalement ce que j'aurais aimé ne pas faire. Mais alors pourquoi les gens font-ils cela, d'après vous? Pour des raisons multiples, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres motifs intimes qui les incitent à se donner entièrement. Par exemple? Je pense que souvent les responsables politiques sont animés par des choses très profondes. Ils mobilisent des affects intimes avant de mobiliser des idées. Et leur motivation fondamentale, leur motivation principale, au fond, s'enracinent dans leur propre intimité. Mais alors, ce sont des personnages qui sont du coup condamnés, je ne sais pas moi, à la fausse conscience, c'est-à-dire à ne pas réussir à comprendre les forces qui les animent véritablement. Est-ce que ça ne fait pas d'eux des personnages faibles psychologiquement? Ça, je ne sais pas, je ne voudrais pas psychologiser leur situation, mais en tout cas, il ne faut pas trop miser en politique sur les individus. Il faut miser pour contenir les passions, pour maintenir un peu le maximum de raison dans le cadre politique. Vaut mieux construire des digues institutionnelles et construire des structures que compter sur les individus. Alors, l'imaginaire macronien du moment macronien a donné naissance à un certain nombre de personnages. Vous êtes devenu romancier. Et puis, il y a Alexandre Benalla, dont on suit désormais les aventures sur Twitter. Vous avez consacré un article à Alexandre Benalla dans l'hebdomadaire Vanity Fair. Quentin l'a fait. Que représente Alexandre Benalla pour vous? Je trouvais que Alexandre Benalla était un personnage extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est un personnage littéraire en soi. C'est une trajectoire, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, rural, et qui a traversé des événements et qui a traversé beaucoup de milieux. Donc il y a quelque chose comme ça de très très romantique dans sa trajectoire. Et puis surtout, c'est quelqu'un dans l'équipe d'En Marche qui détonnait un peu, puisque c'était une équipe très blanche, très masculine, très diplômée. Et lui est arrivé avec une énergie, un bagou et des compétences qu'on n'avait pas. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la duplicité de ce personnage, ce qu'il avait commis d'extrêmement répréhensible une fois qu'il était arrivé au sommet du pouvoir à l'Élysée, et en même temps une forme de fascination que j'avais, et une fascination authentique que j'avais pour lui, lorsque je l'ai rencontré, lorsque je l'ai connu. C'est cette ambivalence-là que j'ai voulu décrire dans cet article. Alors là aussi, vous comprenez ce qu'il a fait vriller? Je pense que ce qu'il a fait vriller, c'est qu'il a tenté trop vite de toucher le toit du monde. Puis c'est quelque chose qu'il revendique d'ailleurs lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui a très peu de limites légales, morales, matérielles. Et en quelque sorte, il n'a pas su retenir ses propres passions. Quentin Lafay, L'Intrusion, votre roman publié chez Gallimard. Vous restez avec nous, Quentin Lafay.